choisi de traiter la question suivante qui était proposée par le comité d'organisation. Comment penser la notion d'auteur dans le cadre d'un jeu de rôle? Alors pourquoi j'ai choisi cette question? Déjà, quand je l'ai lu, parmi tout ce qui était proposé, une anecdote est revenue à l'esprit. Il faut savoir qu'avec le groupe, nous organisons tous les ans une session sur quelques jours de jeu de rôle avec un certain nombre d'amis. Et parmi ces sessions, il arrive souvent qu'il y ait des auteurs, des éditeurs de jeux de rôle qui se croisent, qui échangent, enfin, on en parle, tout ça, ce qu'on a en cours, ce qui est abouti ou pas. Et un jour, l'un des amis présents, qui est lui plutôt joueur et meneur, pour le moment, m'a dit « Il n'y a que chez vous que je réalise qu'il y a des auteurs derrière les jeux. » Alors, il ne devait pas avoir plus de 19 ou 20 ans, mais est-ce qu'on peut vraiment mettre cette réflexion sur le compte de la jeunesse de ce joueur ou sur sa propre personnalité? J'en suis pas si sûre. Je me suis demandé, en voyant cette question, si justement il n'y avait pas un phénomène là qui était retranscrit dans cette réflexion assez anodine de ce joueur, une façon de considérer la place de l'auteur qui peut-être est commune à plus de rôlistes. Je pense effectivement, au vu de ce que j'observe dans ma pratique de jeu de rôle, dans ma petite contribution à un jeu, puisque je suis créditée en tant qu'idée additionnelle pour les mini-marches par exemple, et puis bon, je sers de testeuse pour un certain nombre de jeux du Grumpf ou qui sont publiés chez John Doe aussi. Donc au vu de tout ce que j'observe dans ce cadre-là, et parmi les rôlistes que je connais aussi, il me semble que la notion d'auteur est un petit peu trouble, dans le jeu de rôle en particulier, tout en étant relié à certaines problématiques qu'on peut peut-être retrouver dans d'autres domaines artistiques, ou de domaines créatifs en tout cas. Donc voilà pour mon choix. D'autre part, l'intitulé sous lequel cette question a été présentée m'a amené quand même à restreindre un petit peu mon champ, du moins dans le choix des outils d'analyse, puisque la question était rangée sous la rubrique littérature, théorie littéraire, narratologie et théorie de la fiction. Alors, étant littéraire de formation, je suis donc retournée notamment, mais pas seulement, vers Gérard Genette et puis les concepts qui viennent de la narratologie, pour tenter de relever le gant d'un sujet qui est tout de même assez vaste. Donc, je voudrais d'abord revenir sur la question dont je me suis saisie pour expliquer un petit peu la délimitation de mon sujet d'étude et puis la démarche que j'ai choisie. Tout d'abord, que questionne-t-on lorsqu'on pense la notion d'auteur? Moi, j'ai compris comme étant un appel d'abord à traiter tout à la fois le mot lui-même, auteur, mais aussi les différentes acceptions qui se regroupent sous ce mot. Et c'est pour cette raison que, tout en étudiant les différentes situations qui pourraient illustrer des caractéristiques qui sont propres à cette notion, j'ai également recherché les usages du mot lui-même dans le cadre d'un jeu de rôle. Donc pour définir un petit peu cette notion d'auteur, je suis partie d'une ressource qui me semble particulièrement de poids, celle du portail lexical qui est pris en charge par le CNRS et puis par la TILF. Et donc si on croit le CNRTL, donc, la notion d'auteur elle peut être prise dans un sens extrêmement large, au sens d'origine. Celui ou celle qui est la cause première ou principale d'une chose, inventeur, initiateur d'une chose, celui qui est à l'origine d'une invention, d'une découverte, d'une nouveauté. Mais certaines acceptions sont plus restreintes selon le domaine où le mot auteur est utilisé. Dans le cadre juridique, ça se recoupe avec la notion de responsabilité. On pense tout de suite au droit d'auteur. L'auteur étant alors, pour le code de la propriété intellectuelle, que là j'ai repris également, celui ou ce sous le nom de qui l'œuvre est divulguée. Un petit peu là déjà. Ça aboutit aussi à une autre définition qu'on retrouve dans le CNRTL dans le domaine artistique et scientifique, celui ou celle qui a composé une œuvre de littérature, de science ou d'art. Donc de manière globale, on voit une très forte similitude entre la notion d'auteur et celle d'origine. Mais il faut aussi y adjoindre celle de créateur innovant. Là, pour reprendre un petit peu la portée littéraire de la chose, on pourrait peut-être penser que dans l'histoire de la littérature, la notion d'auteur comme créateur apportant une nouveauté est plutôt moderne. Donc, est-ce qu'il y aurait une trace de ça dans ce côté innovant aussi en jeu de rôle? Il faudrait également y inclure celle de la responsabilité matérialisée par le ou les noms d'auteurs et qui est associée automatiquement à celle d'œuvre, d'objet créé. On va parler d'auteur s'il n'y a pas d'œuvre. J'aboutirai à une petite représentation schématique de ce type-là.
Voilà, donc pour resituer un petit peu cette notion d'auteur qui est extrêmement vaste et différents angles par lesquels on peut l'entendre. Donc ça, c'était le début de ma question. Alors pour la suite, la fin, c'était comment traiter de tout cela dans le cadre d'un jeu de rôle. Alors c'est ici que la notion prend une dimension particulière, à mon sens. En effet, en littérature, l'acte de création est du côté de l'écrivain, même si le lecteur a sa part d'intervention propre lors de la lecture, comme le disait Umberto Eco. Autant cet acte est plus radicalement partagé des deux côtés du jeu de rôle sur table. Il faut revenir ici sur ce que j'entends par l'expression jeu de rôle sur table aussi. Tant qu'on y est dans les définitions, allons-y. Donc, j'ai cherché quelques définitions de jeu de rôle sur table, FFJDR, Wikipédia, enfin bref. Donc, j'ai repris un petit peu celle de Wikipédia qui m'a paru finalement assez synthétique et il me semble suffisamment ouverte pour pouvoir y inclure de nombreuses manières de jouer différentes. Donc, en ce moment, sur la page Wikipédia, ce qui est écrit, c'est jeu de société dans lequel les participants conçoivent ensemble une fiction par l'interprétation de rôle et par la narration, dans le cadre de contraintes de jeu qu'ils s'imposent. Alors, deux petites remarques rapides sur cette définition, cependant. Donc, c'est la définition de jeu de rôle sur table qui est proposée ici, mais bien l'accent sur ce qui se passe autour de la table de jeu. J'en déduis donc que le plus important, aussi bien pour ceux qui jouent que pour ceux qui créent, c'est ce moment de la partie, avec un grand P, partie de jeu. Donc la question de cet objectif qui est la partie, je la traiterai au cours de mon analyse portant sur les créateurs de jeux en particulier. D'autre part, en reprenant les concepts issus des recherches de Gérard Genette, il me semble que le terme de fiction n'est peut-être pas le plus adéquat pour nommer ce qui se passe pendant une partie de jeu de rôle. Alors j'y reviendrai un petit peu plus tard dans ma seconde partie sur ce qu'on appelle auteur à la table de jeu. Donc, fort de toutes ces recherches définitionnelles, je suis arrivée à me poser un certain nombre de questions pour élargir un petit peu. Donc, comment penser cette notion d'auteur dans ce cadre qui est si particulier du jeu de rôle ? Que peut-on englober venant du jeu de rôle dans cette notion d'auteur ? Et que sert-elle à désigner que lorsqu'elle est utilisée en jeu de rôle ? Dans quelle mesure cette notion d'auteur permet-elle de rendre compte de ce qui est à l'origine d'un jeu de rôle et de sa mise en œuvre autour d'une table ? Alors, pour répondre à toutes ces questions, je me dois de préciser qu'il y aura sans doute peu de réponses. Vu l'ampleur du propos, j'ai pris le parti de garder une vision très large et de lancer des pistes, afin que d'autres qui sont plus compétents et plus persévérants que moi s'en saisissent, les transforment, les invalident, enfin bref. Donc je me propose de revenir dans un premier temps sur la notion d'auteur d'une manière assez large, que je résumerai ainsi, celui ou celle qui a composé, ou ceux qui ont composé une œuvre, et éventuellement sous le nom de qui l'œuvre en question est divulguée. Donc, nous serons donc ici en amont de toute partie à une table de jeu. Et dans un deuxième temps, en passant à la table de jeu, j'examinerai à quoi semblent servir les expressions contenant le terme auteur dans le domaine de la théorie rôliste, en tentant un rapprochement ou une prise de distance avec les concepts de l'analyse littéraire narratologique. Enfin, j'essaierai de proposer une représentation schématique des quelques conclusions auxquelles j'en suis arrivée pour le moment et qui concernent les actes d'auteur autour d'une table de jeu. Donc, à l'origine du jeu. Qu'est-ce qui est à l'origine ? En reprenant l'acception juridique du mot énoncé en introduction, il est clair que tout jeu édité suit les règles légales du Code de la propriété intellectuelle. Via les contrats établissant les droits d'auteur, on pourrait donc objectivement vérifier qui est l'auteur d'un jeu de rôle, au même titre qu'une œuvre issue d'une rédaction écrite tel qu'un roman. Ce moyen d'identification, lisiblement écrit dans un contrat, est visible du côté du lecteur par la mention du nom de l'auteur sur la couverture. Or, cette pratique n'est pas systématique en jeu de rôle. Les contrats sont clairs, mais la politique éditoriale quant à la mention du nom d'auteur en couverture est très variable, à la différence de la pratique traditionnelle de la littérature romanesque, par exemple. Le rapprochement avec la littérature m'a amené à consulter la définition de la notion d'auteur par Foucault dans sa conférence de 1969 intitulée « Qu'est-ce qu'un auteur ?» Foucault y questionne en particulier, parmi plein d'autres choses, le nom d'auteur, pour le rapprocher de l'idée d'étiquette, de moyen d'identification qui permettrait d'anticiper la connaissance d'un contenu, et également un moyen d'unification d'un corpus de différentes œuvres, à partir de ce fameux nom qui serait donc office d'étiquette. Et là, j'attends impatiemment de voir le contributeur suivant, cette histoire d'identification et de classement des œuvres à partir du nom d'auteur, c'est une vaste question au jeu de rôle. Et cette définition, qui rend compte de ce qui peut se produire en littérature, ne convient pas exactement à l'objet écrit jeu de rôle. Tout d'abord, la création d'un jeu de rôle est bien souvent le fruit d'un travail d'équipe. Les crédits listés en début d'ouvrage rappellent fortement le travail
collectif d'une équipe de cinéma, par exemple. Ceci pourrait sans doute expliquer, au moins dans une certaine mesure, l'absence de nom sur la couverture, la liste étant trop longue. Cependant, chaque collaborateur n'intervient pas à parts égales dans l'œuvre produite. En effet, une certaine classification est établie en fonction du degré de collaboration et de ce qu'on pourrait appeler l'ajout créatif. Donc j'ai pris différentes éditions et en comparant par balayage, aussi bien des jeux anglophones que francophones, mainstream ou plus confidentiels, j'ai constaté que même si le mot auteur n'apparaît pas tel quel, on peut tout de même retenir d'autres termes qui renvoient non à l'acception de responsable au sens strict, comme si c'était une notion légale, mais à celle d'origine. Relevons par exemple concepteur ou conception pour Hero Wars ou Kutenga, concept original pour Exalted, l'expression lead designers pour la 5e édition de Donjons et Dragons, qui inclut quant à elle l'idée de contrôle de l'œuvre par l'auteur. Verrait-on apparaître l'indécence du mot autorité quand on parle d'auteur? Il a la même origine. À noter la précision d'une mention par les éditions des 12 Singes pour le jeu Tale of the Spooky South Mississippi. L'auteur Christophe Thirodel-Gérard est désigné par univers, texte et règles. Cette précision nous amène à relever les autres mentions présentes dans les crédits d'un jeu qui listent les différentes fonctions de création n'étant pas toujours du seul ressort du concepteur, telles que la rédaction des textes, la création des règles, mais aussi les idées additionnelles pour reprendre les mines marches, développement des options et de l'univers pour Vermine, designer pour des Donjons 5e édition, et scénario pour Vermine, qu'on va revenir ici. La conception elle-même du jeu peut être partagée. Consultant pour la conception, on peut retrouver dans la liste des crédits d'Exalted, par exemple. Sont également précisés les testeurs, les relecteurs, les correcteurs, qui sont réunis sous la houlette éventuelle d'un directeur éditorial, lorsqu'il est précisé. Se trouvent aussi tous ceux ayant œuvré à la conception et à la réalisation matérielle de l'objet livre contenant le jeu. Directeur artistique, illustrateur, concepteur graphique, maquettiste, ainsi de suite. On retrouve donc les corps de métier du domaine de l'édition présentés de manière assez exhaustive. Cependant, même si le concepteur est souvent en haut de la liste, j'ai noté que parfois le directeur éditorial était placé au même niveau ou au-dessus. Que révèle ce symptôme, ainsi que celui de l'absence possible du nom de l'auteur sur la couverture? Y aurait-il en jeu de rôle un phénomène proche de, moi ce qui me rappelle en tant que littéraire, la littérature médiévale? Le statut de l'auteur à cette époque était bien moins reconnu qu'aujourd'hui. Écrire n'était pas une marque d'élection, ou de génie, ou de particularité. Un auteur, qu'il soit au Moyen-Âge persuadé ou non d'être inspiré par la parole divine, il y avait un petit peu cette idéologie d'inspiration divine. En tout cas, l'auteur médiéval n'avait que peu de reconnaissance, voire pas du tout. Il y a quand même beaucoup de manuscrits qui sont anonymes. Donc l'une des hypothèses était que finalement, ça n'avait, voilà, ils avaient peut-être même pas, ils se sentaient peut-être même pas autorisés à le mettre. Donc, cet auteur, à cette époque-là, n'avait pas une reconnaissance sociale en tant qu'auteur comme aujourd'hui. Dans le jeu de rôle, avoir un nom qui n'est pas affiché, ou le voir plus ou moins mêlé à d'autres, serait-il la marque d'une autre façon de concevoir l'acte autorial qu'en littérature, par exemple, est très éloigné de la vision finalement assez romantique, dans le sens littéraire, de l'auteur unique, touché par l'inspiration. Ce serait une piste à explorer, selon moi. Et ça permettrait peut-être d'expliquer la remarque du joueur que j'ai amenée en amorce. On ne se rend pas compte qu'il y a un auteur, peut-être parce que finalement, bon, pour l'instant, on n'a pas cette reconnaissance-là vis-à-vis des auteurs. Ce sera questionné, en tout cas, je n'ai pas de réponse définitive là-dessus. Donc, pour en revenir à notre époque, et au jeu de rôle sur table, j'ai constaté que si le mot auteur n'apparaît que rarement dans les crédits, il fait une apparition particulièrement remarquable à l'occasion des enquêtes menées par Coralie David en 2014 dans le cadre de sa thèse. Les différentes réponses à cette enquête ont en effet été regroupées sur la rubrique « Paroles d'auteur » sur le site Tarte aux fraises, tenu par Jérôme Brandmaré. Et lorsqu'on observe des blogs de certaines des personnes interrogées, le mot « auteur » apparaît également. En revanche, les choses ne sont pas si simples lorsqu'il s'agit pour ces auteurs eux-mêmes de désigner leur propre activité. Une analyse approfondie de toutes ces réponses étant difficile à réaliser dans le temps imparti, je me suis focalisée sur une dizaine d'entre elles en tâchant d'avoir des visions et des profils aussi différents et aussi larges que possible. Des hommes, des femmes, des auteurs qui se déclarent comme amateurs, comme professionnels, auteurs dans sa globalité, auteurs mercenaires, auteurs artisans, auteurs artistes. En étudiant spécifiquement les réponses apportées à la première question,
comment définiriez-vous votre métier ou votre activité dans le jeu de rôle, il s'avère que plusieurs métiers, justement, du domaine de l'édition se retrouvent dans le discours que tiennent les auteurs sur leur propre activité. Par exemple, Benoît Tinost établit une liste contenant auteurs, mais aussi scénaristes, ainsi que Cédric Ferrand, Jean-Philippe Javorski, Hinault. Charlotte Bousquet use du terme pigiste, en plus de celui d'auteur. Lorsque l'expression auteur de jeu de rôle est utilisée par ces auteurs, la connotation d'origine est fondamentale pour définir ce que cette expression représente, il me semble. Par exemple, Benoît Tinost précise, lorsqu'il se dit auteur de jeu de rôle, dans sa globalité, et il met cette expression-là entre parenthèses. S'ensuit ensuite une justification de cette précision, reposant sur l'idée qu'être un tel auteur est, et là je le cite, un travail énorme, car cela suppose de développer un monde, des PNJ, mais aussi un système qui rend bien l'aspect que l'on veut donner à un univers. Yoann Scipion semble évoquer la même idée d'origine avec une nuance d'indépendance forte. En présentant son jeu sombre, ainsi, et là je le cite également, on peut exclure d'emblée la commande d'éditeur, sombre est depuis le départ un pur jeu d'auteur. J'en retirerai donc l'idée que l'auteur de jeu de rôle serait identifiable en tant que dieu créateur d'un monde, d'un système, au-dessus du démiurge. Quand on reprend le mythe du dieu démiurge, au-dessus de ce démiurge, il y a un dieu créateur. Le démiurge, c'est celui qui essaie de mettre en pratique les indications du dieu créateur. D'accord ? Donc on aurait vraiment une origine très très élevée de l'auteur de jeu de rôle, avec les points d'origine, l'initiateur, le concepteur, et toutes les autres fonctions créatives découlent de celle-ci. Comme si finalement tous les autres étaient les démiurges de cet auteur-créateur. Repensons par exemple aux dénominations faites par les singes pour conclure sur cette idée-là, où l'on retrouve univers à la place de l'auteur ou de concepteur. Voilà, un auteur de jeu de rôle, dans sa globalité, pour prendre l'expression de Benoît Tinost, ce serait une sorte de dieu créateur. Alors, en poursuivant sur cette idée de dieu créateur, concepteur, je noterai aussi qu'un auteur de jeu de rôle est bien souvent l'auteur d'un jeu en particulier. Les auteurs de jeux de rôle sont en effet rarement à l'origine de différents jeux, même si cela se produit. Et dans ces cas précis, ce serait extrêmement intéressant d'étudier les différences ou les similitudes entre les différents jeux d'un auteur. Y a-t-il une patte ? Le nom d'auteur de jeu de rôle pourrait-il faire office d'étiquette au sens où l'entend Foucault ? Sont vraiment des jeux différents? Ou y a-t-il un phénomène de répétition, tel que cela peut se retrouver avec des auteurs en littérature? Il ne s'agit pas uniquement du contenu des univers, mais la question de la personnalité du style serait à saisir également. Yoann Scipion précise par exemple que pour écrire un jeu, il doit se faire violence pour trouver un style rôliste efficace, différent de mon style littéraire. Plusieurs des auteurs de jeux de rôle interviewés par Coralie David sont également auteurs d'œuvres de fiction qui ne sont pas à jouer, romans, nouvelles, poésie. Leur nom peut-il là aussi renvoyer à une unité qui permettrait de regrouper ces œuvres différentes? Pour étudier cela, contrairement aux habitudes de l'analyse de l'écriture littéraire, il faudrait prendre soin de conserver à l'esprit le principe du fonctionnement en équipe, qui est souligné par les auteurs interviewés. Charlotte Bousquet en témoigne, ainsi que Cédric Ferrand, par exemple. Jusqu'où va l'intervention de l'auteur source dans la rédaction finale? En littérature, l'écriture est traditionnellement effectuée par le concepteur, mais en jeu de rôle, le concepteur n'est pas toujours celui qui rédige in fine. Faudrait-il s'inspirer des recherches en littérature sérielle, où c'est bien souvent la collection qui a cette fonction d'étiquette? On serait alors tenté de le croire avec le système des gammes de jeux, par exemple, qui serait l'équivalent des collections, mais cela n'est pas systématique non plus. La preuve en est avec quelques auteurs dont le nom peut permettre d'identifier, il me semble, un certain type de jeu très personnel, Hinault, par exemple, ou Wilf ou Le Grumpf. Je voudrais également revenir sur la distinction faite par Yoann Scipion sur le style littéraire et ce qu'il appelle le style rôliste efficace. Il me semble que ça révèle aussi un autre point de tension de la fonction d'auteur de jeu de rôle, à savoir la question de la manière d'écrire du jeu de rôle et selon quelle forme. Et la communication d'Isabelle Perry a été pour moi très éclairante, efficace au propos des livres de base, mais ça peut être plus large. C'est vraiment une question de fond. Avoir l'objectif de permettre à d'autres personnes de mettre en place un récit est une situation totalement inédite pour un auteur littéraire. Il a une idée, il l'écrit. Il est seul. D'ailleurs, cette histoire de solitude, quand on écrit une œuvre littéraire, elle est évoquée par Cédric Ferrand, par exemple, qui l'oppose à la situation d'écrire du jeu de rôle où on le fait en équipe. Donc ici, nous touchons à ce qui appartient probablement en propre au jeu de rôle, la mise en place d'un récit par quelqu'un d'autre que celui qui est à l'origine du jeu. Sauf dans le cas d'un monde maison, j'y reviendrai plus tard. Ça implique donc ce que l'on pourrait appeler une certaine exigence d'efficacité, dont on en a déjà parlé, et puis les interventions de ce matin également.
une certaine exigence d'efficacité dans l'écriture pour que les personnes présentes à la table puissent s'approprier ce qui a été écrit par l'auteur à fin de jeu. Il y a donc une fonction, alors si on reprend, si on tente un rapprochement avec la fonction du langage de Jacobson, il y aurait peut-être une fonction référentielle très forte dans la manière d'écrire du jeu de rôle, c'est-à-dire que le langage utilisé dans la rédaction d'un jeu de rôle doit être peu descriptif, peu métaphorique, servir à désigner précisément et concrètement l'univers dont il est question, les points de règle, tout un ensemble considéré par la suite en quelque sorte comme le référent commun à tous les membres de la table de jeu. Et c'est là que l'idée d'auteur artisan pourrait prendre un sens très significatif, il me semble, dans la mesure où une telle nécessité de clarté pourrait imposer un travail particulier sur l'écriture, comme le sous-entend Scipion, voire un apprentissage, tel que l'évoque Jérôme Larrey dans sa réponse à Coralie David. Il y explique, tu me diras Brand si je me trompe, si je t'ai mal compris, d'avance toutes mes excuses si c'est le cas. Donc il me semble que ce qu'explique Jérôme Larrey, c'est qu'il explique le phénomène des rédacteurs occasionnels qui deviennent petit à petit auteurs en écrivant d'abord pour les autres auteurs concepteurs. Et Benoît Tinost évoque la même idée, qu'on apprendrait à écrire du jeu de rôle en commençant d'abord à développer ce que d'autres ont entamé avant de se lancer dans l'écriture de son propre jeu. Et cette pratique n'a rien, ça pourrait évoquer celle des nègres littéraires, mais elle n'a absolument rien à voir. Être rédacteur peut même être source de valorisation d'une compétence d'écriture particulière, lorsque par exemple un rédacteur est sollicité pour écrire un supplément ou un scénario pour un jeu dont il n'est pas l'auteur. J'ai pris par exemple le témoignage de Grégory Privat qui évoque ce type de travail de commande et qui la présente comme étant une preuve de reconnaissance éditoriale de qualité d'écriture. Mais cette idée d'efficacité pourrait sembler nuire à la revendication d'indépendance habituelle en littérature, puisque dans ce schéma de fonctionnement, on n'écrit pas tant pour soi que pour les autres, à savoir le futur joueur. Un écrivain écrit bien pour être lu, mais là l'objectif serait différent. On tendrait en littérature peut-être vers une notion d'auteur qu'on pourrait appeler plus artistique, qui n'existerait pas en jeu de rôle, et pourtant. Le témoignage de Romaric Briand offre une manifestation très vive d'une autre volonté dans l'écriture d'un jeu de rôle, où le terme d'artiste fait irruption. L'indépendance revendiquée est tout aussi forte que chez Johann Scipion, mais pour ce second auteur, le problème de la nature artistique ou non auteur de jeu de rôle ne semble finalement pas vraiment influer sur la manière d'écrire. Romaric Briand, en revanche, se présente dans une sorte de posture d'auteur-artiste. Donc il fait apparaître les deux mots dans la même phrase, et puis il s'explicite un petit peu derrière en précisant « Je ne veux en aucun cas corrompre mes œuvres à des fins lucratives ». Donc il décrit son activité artistique de manière assez militante, en précisant qu'il va plutôt éviter de concevoir des produits dérivés, par exemple. C'est-à-dire que là, l'auteur de jeux de rôle serait artiste en étant dans une posture d'indépendant ultime, quelque chose de ce type-là. Alors ceci peut se retrouver aussi dans d'autres domaines de création, ce serait à creuser. Est-ce que dans le domaine de création artistique? Alors je n'ai pas le temps de revenir sur la façon d'écrire, dont on écrit du jeu de rôle, alors que l'écriture fait partie des actes au fondement de la notion d'auteur, donc c'est un point important. J'avance un petit peu parce que je vois que le temps passe vite, donc je laisserai toutes ces questions d'écriture en suspens quand on est du côté de l'objectif de tout auteur de jeu de rôle, la partie à la table de jeu. Lorsque le jeu est écrit, paradoxalement, tout est encore à faire, mais pas d'autres instances, les individus qui se réunissent pour jouer. Là aussi, la créativité s'exerce et le terme auteur a été utilisé à plusieurs occasions par différents intervenants pour identifier les mécanismes créatifs à l'œuvre lors d'une partie. Donc j'ai basé mes investigations sur différents travaux afin d'avoir encore une vision aussi large que possible. J'ai porté attention à ceux de Jessica Hammer, qui définit 3 sortes d'auteurs dans le cadre du jeu de rôle, primaire, secondaire, tertiaire. J'ai également tenté d'examiner l'expression jeu à posture d'auteur, issue de The Forge, reprise par les ateliers imaginaires, ainsi que l'expression joueur-auteur, développée par Frédéric Sintès. J'ai tenté de repérer les situations illustrant les caractéristiques de la notion d'auteur, comme dans ma première partie, afin de cerner au mieux ce qu'on entend par auteur autour d'une table de jeu. Y a-t-il des auteurs à la table? Alors la première expression qui a retenu mon attention a été celle de joueur-auteur, développée par Frédéric Sintès et puis les ateliers imaginaires. Alors ici, le sens du mot auteur est à la fois proche et assez singulier par rapport aux usages déjà abordés précédemment. S'y retrouve bien l'idée qu'un joueur peut avoir une certaine part d'intervention dans le récit. Cette notion est replacée dans un schéma global décrivant les différents types de jeux de rôle à travers les relations entre le MJ, les joueurs et leur degré d'implication dans le récit,
à travers un scénario préétabli et des personnages. Alors, s'il révèle surtout, là, j'ai pas repris le schéma de Frédéric Sintès, mais bon, je pense qu'il y en a un certain nombre qui voient à quel schéma je fais référence. On voit d'un côté le joueur pion, et de l'autre côté le joueur auteur, et deux grands cercles, et puis le partage des responsabilités en dessous. Vous voyez à peu près. Alors, certains, je pense que j'ai pas osé le reprendre, j'ai pas pu lui demander, mais bon, voilà. Dans la définition de joueur-auteur, il me semble que se pose surtout le problème de la répartition de la marge d'intervention sur le récit entre joueur et auteur, et meneur, pardon. Et la définition de joueur-auteur est reliée à celle de partage de responsabilité. Alors on pourrait se dire, partage de responsabilité, c'est quoi le rapport avec la notion d'auteur? Pas tout de même. Rappelons-nous qu'un auteur est juridiquement considéré comme un responsable. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une trace de ça dans l'expression joueur-auteur reprise par Frédéric Sintès? Cette acception-là, un auteur est un responsable. Donc, ça a été l'historique de cette expression partage de responsabilité révèle bien justement que l'auteur ne se cache pas loin, finalement. Quand sur le site des ateliers imaginaires, dans le glossaire, ils expliquent l'origine de l'expression partage de responsabilité. Au départ, il y avait autorité partagée, tiens, autorité auteur, narration partagée. Et ces deux autres expressions posaient problème. En particulier le mot autorité, qui a été perçu dans un sens très restreint, il me semble. C'est-à-dire qu'il a été présenté comme quelque chose qui est à la limite de l'autoritarisme. Puisque la définition qui a été donnée pour autorité, et pour invalider le fait que le mot autorité était juste, c'était l'autorité donne une idée fausse de droit absolu sans devoir. Est-ce que l'autorité, c'est vraiment le fait d'exercer un droit absolu sans devoir? Je ne suis pas sûre. Étant enseignante, j'ai une certaine autorité sur mes élèves, de là à dire que j'ai un droit absolu sans devoir, non. Voilà. Mais c'est à questionner, justement. C'est dommage que j'aurais bien aimé voir Frédéric Sintès pour en parler avec lui. Une autre fois. Pour aboutir à je me suis posé donc la question suivante. Alors, si on se pose la question de comment intervenir dans le récit, qui a l'autorité, joueur-auteur, donc ce serait avec l'idée d'autorité, mais est-ce avoir le contrôle, parce que c'est une histoire de contrôle derrière le pouvoir, avoir le contrôle, est-ce faire un acte d'auteur, vraiment? En repensant les critiques des livres de jeux de rôle. Alors, est-ce qu'il y aurait une assimilation peut-être un peu rapide entre narrateur et auteur? On va revenir à l'expression de narration partagée. Un auteur, un narrateur en littérature, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, je me suis questionnée là-dessus aussi. J'y reviendrai tout à l'heure. Bon, reste donc que cette expression de responsabilité partagée associée à la notion de joueur-auteur renvoie effectivement à l'une des acceptions que j'ai listées en début de communication. Un joueur-auteur a bien une responsabilité très large. Je ne vais pas revenir sur la définition de joueur-auteur dans le détail, parce que le temps file et puis j'ai pas fini. J'en suis aboutie à me demander, d'accord, le joueur intervient sur un certain nombre de choses dans la partie, son personnage, peut-être plus largement le décor, et on élargit les situations, bon. Mais cela permet-il vraiment de donner à ce joueur l'envergure d'un auteur? Le problème me semble être finalement surtout celui de la négociation entre joueur et meneur, plus que celui de l'attribution d'une création innovante aboutie. C'est-à-dire dans l'expression joueur-auteur, finalement, le mot auteur ne serait peut-être pas pris dans tous ses sens. Donc je ne sais pas, voilà, j'en suis à l'état actuel de mes réflexions là-dessus pour cette expression. Alors une autre expression a eu du succès au début des années 2000 avec ce qu'a proposé Ron Edward. Alors je suis revenue sur l'expression posture d'auteur. Je ne vais pas revenir là-dessus aussi, on en a déjà évoqué, il me semble que tout le monde est un peu familier avec posture d'auteur, posture d'acteur, posture de metteur en scène, enfin voilà. Donc, je me suis demandé, en voyant ces trois différentes postures, si là, on n'était pas à proximité de la question de la focalisation du point de vue narratif qui est bien connu en littérature. C'est-à-dire que là, on avait la posture d'acteur qui serait une sorte de point de vue un peu interne, puisque le joueur se concentre sûrement sur ce que c'est son personnage, comme en littérature, au point de vue interne, on suit un personnage en particulier. Et les deux autres, posture d'auteur, posture de metteur en scène, on serait dans une focalisation un petit peu plus élargie, semi-omnisciente, pas complètement omnisciente non plus, puisque dans
dans un point de vue omniscient en littérature, le narrateur, c'est absolument tout ce qui se passe, pour tous les personnages, même dans le futur. C'est quand même pas le cas, même quand on est en posture de metteur en scène, on ne sait toujours pas ce qui se passe dans la tête du camarade d'à côté, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête du meneur, donc on n'est quand même pas omniscient non plus. La question de cette expression posture d'auteur, là, ce qui me semble en jeu ici, c'est plus vraiment la notion d'auteur, mais peut-être plus celle de narrateur. Ce ne serait pas confondre totalement, puisque la partie se construit au fur et à mesure des interventions de chacun, pourtant, et que les joueurs sont bien des personnes aussi tangibles qu'un écrivain. Leur implication dans le récit n'est pas la même que celle d'un narrateur au sens littéraire, puisqu'un narrateur, d'un point de vue littéraire, c'est quand même une entité abstraite. C'est pas une personne comme un écrivain. Donc les joueurs ont parfaitement conscience de participer à un jeu, il y a une certaine distanciation qui est à l'œuvre. Peut-être devrait-on dire qu'ils font semblant d'être des narrateurs. À creuser là aussi, c'est la question que je pose. Et donc des narrateurs avec des voix qui peuvent être assez hétérogènes en plus, ce qui rajouterait de la complexité à une voix narrative. Alors pour en revenir d'une autre manière à notre notion d'auteur dans le cadre d'un jeu de rôle, je voudrais maintenant aborder un dernier texte théorique où le terme même d'auteur revient également. Celui de Jessica Hammer dans son article Agency and Authority in Role-Playing Text, excusez-moi pour l'accent. Donc elle propose un autre cadre de réflexion pour aborder la portée créative de chaque intervenant autour d'une table de jeu. Elle présente 3 sortes de strates d'auteurs réparties selon ce que chacun produit. L'auteur primaire, qui n'est autre que l'auteur du jeu, world builder, là je serai dans la première partie, l'auteur secondaire, qui est le meneur, le leader, et les auteurs tertiaires, story players, qui sont les joueurs. Et la relation entre ces 3 strates est d'ordre chronologique. Donc elle dit « The primary author develops a world and a set of rules. The secondary author takes the work of the primary author and uses it to construct a specific situation or scenario. The tertiary authors then write the text of the game in play. » Il est à noter qu'ici, on voit apparaître la notion d'auteur, telle qu'évoquée dans la première partie, en tant qu'auteur primaire, comme la source du jeu, qui est le cadre de référence commun sur lequel meneur et joueur brodent, en quelque sorte. Et cette tripartition peut convenir à un certain nombre de jeux, mais ne rend pas compte de toutes les possibilités, à mon sens. On ne perçoit pas la liberté qu'un meneur peut prendre avec un livre de base, par exemple. Et pourtant, elle est tout aussi importante que celle des joueurs face à ce que propose le meneur. Jessica Hammer explicite ensuite la notion d'agency, qui serait the capabilities one has in terms of taking action within a space of possibility, c'est-à-dire selon moi un potentiel d'agissement à l'intérieur d'un cadre donné. Et je proposerais une reformulation du type un champ d'intervention. Ce serait de l'ordre du droit, de la permission, l'éventualité d'une action mais qui n'est pas encore concrétisée. D'autre part, Jessica Hammer utilise la notion d'autorité. Refer to the ability to enforce and judge the result of those actions. On va revenir ici l'idée d'autorité en tant que pouvoir décisionnel final. Je proposerai donc la retranscription suivante en français, pouvoir de validation. Je suis pas loin de la fin. Donc, la notion d'auteur peut partiellement se retrouver à nouveau dans cette idée d'autorité, au sens où l'auteur serait celui qui peut exercer un contrôle, celui qui a l'autorité sur son œuvre. Donc, je vais avancer parce qu'on est un petit peu... Désolé. Zou. Donc, là où je voulais en venir. Donc, je suis repartie d'un petit peu tout ça pour essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe et de me représenter aussi plus visuellement cette histoire de notion d'auteur en dehors et à la table de jeu, à l'intérieur de la table de jeu pendant la partie, qu'est-ce qui se passe? Donc, je suis repartie de ceci, en reprenant les 3 strates que donne Jessica Hammer. Donc, l'auteur primaire, source du jeu, vous voyez là, c'est bon. Donc tout en haut, la source du jeu, donc les auteurs dont je parlais en première partie. Meneur de jeu, les joueurs. Et donc moi je suis partie du principe d'appeler ce qui se passe autour de la table le récit en m'inspirant un petit peu de Genette, c'est-à-dire que je suis restée sur l'idée qu'on a une histoire, qu'on peut résumer ce qui s'est passé à la table. Le récit qui serait très concrètement la façon dont cette histoire s'est déroulée à partir de la table avec les joueurs, les meneurs qui auraient une fonction de narrateur, en quelque sorte. Maintenant, voilà, j'y vais, je prends des pincettes, c'est un peu par commodité que j'ai pris ce fonctionnement de Genette, mais je ne dis pas que c'est parfait non plus. C'est pour qu'on se mette d'accord sur les mots. Donc récit, dans mon schéma, ça désigne tout ce qui se passe pendant la partie. D'accord ?
aussi bien les moments de description d'action que les GP, que voilà. Donc, on a ces trois instances. Donc, pour reprendre les notions de Jessica Hammer également, il me semble qu'on pourrait représenter ça sous forme d'aller-retour. Et je pense aussi un petit peu, d'ailleurs, au partage des responsabilités dont parlait Frédéric Sintès. C'est-à-dire qu'il y aurait donc l'agency, le champ d'intervention, et il y aurait un curseur qui pourrait se déplacer en fait entre le meneur et les joueurs. Tout dépend de ce qui est décidé. Où place ton curseur? Qui a plus le droit d'intervenir sur le récit et qui a le pouvoir de validation finale? Pour expliciter un petit peu, essayer de mêler. Mais il y a aussi le problème du fameux cadre dont l'intervenant précédent parlait également, en gardant à l'idée que l'auteur d'un jeu, son interface pour entrer dans le récit, c'est ce qu'il a produit, c'est-à-dire le livre de base, éventuellement les suppléments, que j'appellerais cadre. Jusqu'où est placé le respect du cadre par les personnes présentes à la table. On parlait de, ah bah non, cette règle-là, elle est vraiment casse-pied, hop, bon. Voilà. D'autre part, je disais tout à l'heure que les auteurs sont souvent auteurs d'un seul jeu, il y en a un certain nombre. Il y a un certain nombre de cas où parfois on ne joue pas à une table un jeu qui a été édité, mais à un petit monde maison du meneur. Et là, on aurait un rapprochement des deux instances ici, auteur de jeu et puis meneur. On arriverait à une situation des petits mondes maison où aujourd'hui, les gars, on va jouer à mon jeu, allez, je vous montre. Et ce qui est le préalable à la création d'un jeu après l'édition, de toute façon. Donc voilà. Il me semble que de l'autre côté aussi, il pourrait y avoir un rapprochement entre source du jeu et joueur. L'interface des joueurs pour rentrer dans le récit, c'est d'abord les personnages, mais on peut peut-être aller plus loin. Et je pense aux jeux qui sollicitent énormément les joueurs. Alors, on a parlé pas mal de traits, on pourrait parler de Dragon Poche, de On Matthew Hughes aussi, où les joueurs sont sollicités pour aller plus loin que la création d'un personnage, bien plus que ça. Et là, moi, j'ai appelé ça pour l'instant joueur bâtisseur, contributeur, on parlait de cogénération, d'intercréativité, enfin voilà, pour moi ça pourrait être effectivement ce rapprochement-là. Et puis, donc le meneur, son interface pour entrer dans le récit, c'est ce que le Grumpf appelle son canevas, donc pas un canevas au sens de déroulement linéaire, mais au sens de maillage, de PNJ, de possibilités de lieux, d'événements, mais pas forcément linéaire. Mais aussi entre MJ et joueur, il me semble qu'un rapprochement est possible. Alors j'ai mis story game, mais pas nécessairement. Là, je mettrais peut-être plutôt jeu sans meneur, point. Voir un story game n'est pas nécessairement un jeu sans meneur. J'ai rechangé d'avis depuis. Donc voilà où j'en suis à l'état actuel de mes réflexions. Et j'ai largement dépassé le temps, je suis désolée. Merci beaucoup. C'était intéressant de te laisser continuer, même si on court après le temps. Donc, juste une question, s'il vous plaît, et puis très très courte la question, parce qu'on a vraiment du retard. Bon, j'aurais peut-être juste une piste, ce n'est pas une question, mais ça risque de prendre quand même au moins une minute. S'il faut prédévelopper rapidement, mais non, vraiment il faut faire court parce qu'il y a des dédicaces et on ne trouve pas l'heure. Ça m'a juste passionné au début. Je voulais juste rajouter au départ par rapport à son auteur origine, que je pense qu'il y a un rapprochement à faire avec la BD, la littérature, mais aussi entre la France et les États-Unis, quand vous parliez du fait de ne pas avoir de nom d'auteur. On est vraiment là en droit américain, j'ai parlé des designers ou des producteurs, ils n'ont aucun droit dessus. L'éditeur, il peut les virer du jour au lendemain. Ils ont, etc. Et c'est pareil, donc leur nom n'apparaît pas à cause de ça. Alors que quand on est en Europe, l'Allemagne ou la France, d'un seul coup, on va avoir la même chose. Et deuxième petite chose, c'est qu'il n'y a pas non plus de nom d'auteur sur les jeux de société avant les années 70. Et c'est une grande réclamation des auteurs de jeux de société, particulièrement allemands ou autres. Et maintenant, on a vraiment des, entre guillemets, auteurs en jeux de société. Et on va acheter des jeux de Catala, de Feduti, alors qu'on n'achètera jamais des jeux du Monopoly. Voilà. Mais alors c'est vrai que j'ai vu justement du côté des jeux anglophones, il y avait les deux situations étaient possibles, du côté français également. Maintenant, j'ai pas eu le temps de creuser pour vérifier si c'était une cause peut-être plus chronologique. Est-ce que ce serait un phénomène plus récent de mettre le nom d'auteur sur la couverture? Là, c'est encore une question de revendication. Oui, non mais tout à fait, bien sûr. Plein de futures questions à étudier. Merci beaucoup encore.